Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est Equinox ce soir qui commence. Ils sont désormais connus sous l'appellation G20, un groupe de 20 partis politiques qui ont décidé vendredi dernier de se mettre en rang serré derrière le président de la République, Paul Biya, pour la prochaine présidentielle prévue pour le 7 octobre. Et parmi les leaders signataires de ce collectif, on a des noms bien connus, Fritz Ngor, Joachim Tabi Owono, Bandakani, Robert Bapolipot et Jean de Dieu Momo qui sera avec nous dans ce programme. Et également en deuxième partie, notre partie de ce programme, vous allez voir pourquoi ils ont décidé de faire machine arrière lorsque ils ont, depuis 2 ans, ils nous ont parlé de leur candidature, mais bizarrement, ils ont décidé de marquer un coup d'arrêt. On va s'intéresser au cas de Edith Kabangwala, Anissa Ekane, Ile Kamga, et bien évidemment Edouard Titus et Bernard Djonga. C'est le fait du jour, madame, monsieur. On se retrouve après ceci. Voilà, le fait du jour, madame, monsieur, c'est avec Thierry Nyopel, deuxième vice-président des journalistes du Cameroun. De l'association des journalistes patriotes. L'association des journalistes patriotes du Cameroun. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et voilà également téléspectateurs de ce plateau que je retrouve pour la deuxième fois avec beaucoup d'entrain. Voilà, justement. Également sur ce plateau, Bernard Batana, directeur Cameroun de Camerbi. Bonsoir, vous êtes journaliste. Bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. C'est un plaisir d'être là. Voilà. On va commencer tout de suite par ces désistements, la dernière minute, on va le dire comme ça. Commençons par le cas Anissa Ekane, qui était attendu. Oui, Anissa Ekane qui est du Manidem. Un habitué de la présidentielle. Un habitué de la présidentielle, oui, qui était attendu parce que c'est les animateurs de la scène politique au Cameroun. Animateurs? Oui, animateurs, en ce sens que, pas animateurs dans le sens péjoratif du terme, animateurs politiques. Oui. Parce que oui, effectivement, Ekane, pendant les élections présidentielles, quand même a généralement son mot à dire. On déplore qu'il soit absent, mais il a donné ses raisons. Il croit que dans l'atmosphère actuelle, il n'était pas indiqué d'organiser une élection présidentielle. Mais tout de même, c'est là où sa position devient ambiguë. Il a dit que le Manidem sera là et va apporter des réponses aux préoccupations de tous les Camerounais à l'occasion de cette élection présidentielle. Bon, c'est une drôle d'attitude d'un parti qui n'est pas présenté, qui n'a pas présenté un candidat, oui, et qui quand même participe à l'action politique pendant les élections. Voilà, et justement, Anissa Ekane parle, il dit qu'il supportera, vous Thierry, le candidat qui milite pour l'unité nationale et le développement. Voilà, bien évidemment. On voit déjà qui là? On ne saura le dire de but en blanc parce que pour un début, aucun parti politique n'a présenté son programme véritable. Pour l'instant, on n'est pas encore en campagne électorale, mais on a quand même une idée des différents programmes politiques au regard de tout ce qu'ils ont eu à dire sur des plateaux de télévision. On a eu parfois l'occasion de discourir avec eux. Les partis politiques qui s'approcheraient plus ou moins de ce que pense Anissa Ekane, il y a le parti notamment de Maurice Kamto, le MRC, il y a le SDF. Ce sont des partis qui ont toujours mis l'homme et notamment le citoyen au centre de leurs préoccupations. N'en demeure pas moins que le RDPC également prêche par le même discours. Maintenant, dans les faits, cela peut être autrement ou difficilement ou interprété d'une autre manière. Mais toujours est-il que le jeu sera fait d'ici à là et au soir du 7 octobre 2018, on saura qui de ces différents protagonistes, je préfère les appeler ainsi, a pourquoi pas eu la majorité des suffrages des Camerounais. Parce que pour l'instant, on parle pratiquement d'une trentaine de candidats. Si on enlève 2, on n'est pas très loin de là, alors qu'en 2011, on était pratiquement à 51 candidats, donc plus d'une cinquantaine. Donc la moisson a été moins abondante cette fois-ci. Mais au terme du tri qui sera opéré d'ici au 8 août, je crois, par Elecam, on se retrouverait, même par alchimie, on ne se trouverait pas à plus de 10 partis politiques
qui feraient véritablement, en fait, qui seront sur la ligne de départ. Voilà. Voilà, Bernard Batana, si on regarde les derniers développements de l'actualité dans le Manidem, lorsque Alissé Kane dit qu'il militera, il supportera le candidat qui milite pour l'unité nationale et le développement. Vous voyez qui, alors qu'on sait qu'il vient d'être rétabli, on va le dire comme ça, c'est fonction de président du Manidem, par Paul Tangandji, ministre du gouvernement Philémon Yang 4, premier ministre de Paul Biya, candidat à la présidentielle 2018. Oui, il a été rétabli président du Manidem. Vous me demandez pour quel candidat pourra-t-il compétir. Il va supporter. Moi, je ne peux pas lire dans la boule de cristal. Kane Enissé, c'est un érudit politique, quelqu'un qui a roulé sa bosse dans l'environnement politique du Cameroun. C'est un résistant, c'est parmi les derniers résistants qu'on a encore dans le laderneau politique au Cameroun. Nous pensons que son repli est un repli stratégique et qui pourra faire un choix qui puisse être favorable à ses électeurs, à ceux qui croient encore en lui. Bon, maintenant, dire qu'il va militer pour quel parti, c'est tous les partis politiques qui disent nous militons pour l'unité nationale. Aucun parti politique n'est venu dire ici que nous voulons la division du Cameroun. C'est tout le monde qui dit voilà, c'est pour l'unité nationale, c'est pour la cohésion et autres. Bon, mais on attend de voir pour quel candidat pourra rouler Anissé Kane du Manidem. C'est vrai que par ailleurs, l'immixtion du ministre de l'administration territoriale a été en sa faveur et c'est pour ça que l'histoire est au niveau du contentieux, mais on attend de voir. Ok. Thierry Nyopé, est-ce que vous comprenez l'absence d'Anissé Kane vendredi dernier à Yaoundé, avec les deux autres qui ont été, on va le dire comme ça, rétablis par Paul Tangandji? Je crois quand même que... on ne serait pas surpris, on n'aurait pas été surpris de le voir avec les deux autres. Moi, l'absence d'Anissé Kane à cette grande messe ne m'a pas surpris parce que tout à l'heure, vous avez souligné que ces partis politiques, cette vingtaine de partis politiques se sont retrouvés à Yaoundé comme par prestidigitation. Moi, je dis non. Ces 20 partis politiques ont été cooptés. Oui. Voilà, je préfère le dire selon des informations plus à bonne source, cooptés par le ministre de l'administration territoriale. Maintenant, on ne sait pas sur quelle base, quel est le critère qui avait été élaboré justement par M. Tangandji et toutes les personnes qui l'accompagnent pour arriver justement à cette shortlist de 20 partis politiques, parce que au-delà de cette liste-là, il y a déjà d'autres partis politiques qui s'étaient réunis autour de la majorité présidentielle pour apporter leur soutien au président Biya depuis belle lurette, alors que des partis politiques comme le PADEC, qui sont nés il y a quelques années seulement, comme le mouvement des écologistes du Cameroun, ont longuement, de Fritz Pierre Ngo, ont parfois été en froid avec leur DPC sur le terrain de la compétition électorale. Maintenant, se retrouver dans ce cadre-là, sur quelle base, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on a écouté les uns et les autres, même hier, au cours d'un meeting organisé par leur DPC à la maison du parti, ici à Douala, ces gens ont souligné un certain nombre d'éléments. Peut-être que nous y reviendrons certainement tout à l'heure. Mais ils ont évoqué ces éléments-là qui sont très loin de convaincre le commun des mortels. Ils ont leurs arguments, ils ont leurs raisons. On croyait certainement avoir Maître Jean Dieu Momo sur le plateau pour qu'ensemble nous questionnons justement cette actualité-là. Parce que quand Maître Jean Dieu Momo le souligne encore hier à la tribune qui lui avait été offerte, il soulignait justement que c'est un choix réfléchi et que ses militants lui donneraient raison par la suite. Ça veut dire quand même qu'il est allé dans cette coalition-là sans pour autant questionner sa base électorale. Est-ce que ses militants lui ont donné le cutus de le faire? Non. Lui-même l'a souligné avec beaucoup de ferveur hier. Alors, est-ce que le PADEC se définit au niveau de la seule personnalité de Maître Jean de Dieu Momo? Je pense qu'à partir de là, à partir de ce seul élément, cela démontre quand même qu'il y a très peu de sérieux, parce que les partis politiques qui sont réunis dans le cadre, vous l'avez appelé tout à l'heure, le groupe, le G20, ne sont pas, pour moi, ce sont des partis est-ce qu'ils pèsent artificiels. Ce sont des partis qui, sur le plan de la représentativité, ne représentent pas grand-chose. Beaucoup ne sont même presque inconnus. Il y a d'autres qui sont... Mais pourquoi le RDPC a intérêt
allait voir à ses côtés pour cette présidentielle. Vous savez, alors qu'il ne pèse pas. Je l'ai toujours dit hier, une voix peut faire basculer une élection. Oui. Maintenant, ces gens ont cette demande, des membres dans leur famille qui les écoutent, ils ont des amis, ils ont même des sympathisants qui pourraient, pourquoi pas, amener leur DPC à gagner quelques voix. Et en même temps, nous sommes quand même dans une période assez critique. Il faut montrer à la communauté internationale que le Cameroun tout entier est derrière un homme, derrière le président Biya. Moi, je vous l'ai dit, je suis deuxième vice-président de l'association des journalistes patriotes du Cameroun. Je ne suis pas là pour la défense du président Biya, mais je suis là pour la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun, parce qu'il est inconcevable que des pays que je ne voudrais pas citer ici donnent des leçons de gouvernance à nos dirigeants. Non, le linge sale devrait se laver en famille. Nous sommes prêts à le faire. Nous sommes suffisamment intelligents pour le faire. L'âge du président Biya, pour moi, est un handicap, mais pas un handicap certain au point où on présente cela comme étant un artifice suffisant pour mettre en mal le président Biya. Non, oui. Le président de la Commission de l'Union européenne est plus vieux que M. Biya. Il marche à peine, on l'a vu, il y a des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, il a la peine à grimper des escaliers. Pourquoi présenter toujours le président Biya comme ce grabataire qui est incapable de gérer le Cameroun? En Algérie, tout le monde sait comment se comporte le président Bouteflika, mais il est quand même là. Mais pourquoi en faire une fixation au Cameroun? Pour moi, voilà le problème. Le président Biya peut partir si les Camerounais le décident, mais il ne faudrait pas que cela vienne des médias occidentaux, encore moins des occidentaux. Il paraît que ce n'est pas facile. Je reviens à vous, Bernard Balin. Est-ce que, comme a dit Thierry, il fallait à tout prix que Jean de Dieu Momon ait l'onction de la base pour s'engager dans ces négociations-là? Oui, je pense Il fallait ça? Oui. Je pense que l'occasion d'une élection présidentielle est sérieuse pour qu'on puisse s'amuser. Un parti politique qui se respecte devait avoir une instance de décision. C'est-à-dire que le président ou le comité directoire aille vers les militants pour demander la conduite à tenir quand il y a un sujet important qui appelle la nation, toute la nation camerounaise, pour laquelle les partis politiques se battent, à la tête de laquelle les partis politiques se battent. Il était plus que nécessaire au président du PADEC d'interroger la base. Et c'est la base qui devait lui donner la conduite à tenir si on s'en tient à une organisation orthodoxe d'un parti politique. Là, il a fait comme si le parti politique se résume, lui avec tous les autres, que leur parti politique se résume à leur seule personne. C'est faire une insulte aux militants qui ont cru en ce monsieur, en leur président. C'est faire une insulte que d'aller et prendre une décision. Et maintenant, il dit que ces militants jugeront que l'histoire lui donnera raison ou pas. Il n'est pas ici question de surfer sur l'histoire. Les réalités sont là. Nous voulons prendre une décision comme leader de parti politique. Quelle attitude tenir? Les militants sont autant informés que l'individu lambda de ce que le président du parti est allé les engager quelque part, parce qu'en fait, il est allé comme président du PADEC et non comme maître mono intuiti personne. C'est-à-dire, par conséquent, il a engagé tous ses militants. Oui. Comment est-ce que ces militants peuvent prendre cela? Et restons un peu sur le cas de l'UPC où maître Dr Baleguel a demandé à soutenir la candidature du président Biya. La présidente du comité directeur Abiba Issa, elle, dit qu'elle se positionne comme candidate. Voilà pour le même parti, deux sons de cloche divergents. Deux sons de cloche, ça c'est les incongruités inhérents au parti, à l'UPC, le parti historique. On est parfois... Est-ce qu'on a entendu la base? Est-ce qu'on a écouté la base? Bon, mais chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Mais en tout état de cause, une fois de plus, la base a été ignorée. Et il est question ici que les gens respectent leurs électeurs. Que les gens respectent leurs électeurs. Un peu de respect pour ceux qui croient en l'UPC, pour ceux qui depuis se battent pour ce parti-là. Il faut qu'ils soient consultés au moins. Alors les gens vont jouer au cirque. Les gens vont personnellement engager le parti sans toutefois
interroger la base. C'est extrêmement grave. Ok, on va passer à une autre situation, celle de Bernard Djonga. Il parle du contexte et de l'échéance politique actuelle qui ne sont pas propices à un sain développement de notre projet, son projet de société. Parce qu'il pense que 4 régions sur 10 sont déstabilisées. Mais il a raison. Mais avant que de parler certainement de Bernard Zongan, je peux revenir, si vous le permettez, peut-être sur le cas de l'Union des populations du Cameroun. Oui, l'UPC. On voit des fractions se crier au quotidien, alors que Bernard Battant l'a souligné tout à l'heure, c'est quand même le parti historique. Des gens devraient avoir beaucoup plus d'égards vis-à-vis de cette formation politique, vis-à-vis des gens qui ont donné de leur vie pour la survie de ce pays, pour l'indépendance même de ce pays. Le secrétaire général de cette formation politique, naguère, Ruben Oumniobé, de regretter mémoire, a quand même donné du sien pour que la liberté que nous jouissons depuis un temps soit effective. Il a donné de sa vie quand même. Ils sont nombreux comme ça. Wandi, ils sont nombreux. On ne saurait les citer ici, et que des gens se permettent de galvauder cet héritage, de la faire perdre carrément comme ça, et des générations vont certainement en pâtir. On a vu, vous avez souligné tout à l'heure, il y a la candidate de l'UPC, la présidente de l'UPC qui est candidate à cette élection présidentielle. Il est clair que son dossier sera rejeté, parce que c'est le MINAD qui confère l'autorité au parti politique. Si le MINAD lui-même a décidé que la seule personne capable ou susceptible de parler au nom de l'Union des populations du Cameroun n'est autre que le secrétaire général, l'honorable Bernard Bappo-Lipo, cela laisse simplement transparaître que la candidature de la présidente de l'UPC sera mise de côté le moment venu, donc d'ici au 8 août par Elecam, quitte à ce qu'elle utilise des voies de recours que lui confère la loi, notamment le Conseil constitutionnel. Mais jusque-là, on est convaincu quand même que cela ne prospérera pas. Pour ce qui est de Bernard Zonga, il est clair que... Oui. Bernard Djonga. Bernard Djonga. En réalité, quand on regarde également sa représentativité sur le plan territorial, on a de fortes raisons de craindre. Que pouvait-il faire à cette élection, vu qu'il ne représente pas grand-chose? Il comptait beaucoup plus sur le monde rural, hein? En même temps, le monde rural, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Nous avons beaucoup de Camerounais font dans les champs en même temps, mais cela ne suffit pas pour gagner une élection. Pour gagner une élection, il faut avoir d'abord une assise territoriale. Au-delà d'avoir une assise territoriale, avoir quand même des gens qui peuvent porter le projet. Est-ce que M. Bernard Zonga a suffisamment mobilisé autour de lui? Je ne pense pas. La politique ne se résume pas sur des réseaux sociaux, encore moins sur des plateaux de télévision, mais non, ou à quelques sorties épisodiques dans la rue pour dénoncer un certain nombre de choses. On l'a vu au moment de la grippe aviaire. Mais est-ce que cela suffisait pour aller à une véritable élection politique, notamment une élection présidentielle comme celle-là? Non, il faudrait que toute proportion gardée, que les uns et les autres se prennent davantage au sérieux. Je vous assure, dans les 28 candidatures, 28 candidatures qui sont actuellement en liste, il y a des... Non, pour l'instant, son dossier y est. Donc, c'est 29 candidatures même. Son dossier y est. Voilà un plaisantin qui dit aller à une élection, qui m'excuse, mais je crois quand même que l'avenir nous a donné raison. Il dit vouloir aller à une élection, il dépose un dossier en bonne et due forme, et à la dernière minute se rétracte, se fait coopter par le parti au pouvoir, le RDPC, pour représenter une dynamique des partis politiques de l'opposition, Il allait à cette élection pour faire quoi? Si il faut... comme il a fait, s'il faut déposer un dossier, se rétracter pour aller par la suite au sein du RDPC. Ce sont là des oppositions quand même qu'on dirait fabriquées de toutes pièces pour déstabiliser davantage la vraie opposition. Parce que quoi qu'on dise, il y a une opposition qui travaille sur le terrain, on en parlera certainement. Oui. Il y a une opposition qui est suffisamment représentée sur le terrain, et cette opposition-là peut faire quelque chose à la prochaine élection présidentielle. Et justement, vous n'avez pas encore répondu sur... il parle de 4 régions sur 10 déstabilisées. Bernard Djonga. Oui. Il a raison de ne pas partir, non? Pour moi, c'est un argument, mais j'ai suffisamment ergoté j'ai avancé un certain nombre d'arguments qui nous permettent quand même de croire qu'il ne pouvait rien faire. Donc, il a en même temps évité une honte
Moi, je crois que c'était mieux pensé. Maintenant, les arguments, tout le monde les avance. Il est clair qu'il y a 4 régions qui sont déstabilisées. Il y a toute la partie septentrionale qui est, depuis plus de 2 ans, en proie aux velléités de la secte islamique Boko Haram. Quand vous regardez le nord-ouest et le sud-ouest, il y a des velléités sécessionnistes qui sont nées depuis également, je crois, 18 mois. Oui. Mais cela n'est pas de nature à espérer avoir un scrutin équitable, un scrutin juste et transparent. Est-ce que vous croyez qu'il y aura sérieusement, est-ce que vous croyez qu'il y aura élection au nord-ouest? Est-ce que vous croyez qu'il y aura effectivement élection au sud-ouest? Il peut y avoir élection dans la partie septentrionale parce que Boko Haram, c'est vrai que c'était une guerre asymétrique, mais de temps à autre, il y a quand même quelques sorties. Mais c'est un peu calme de ce côté. Il peut y avoir élection de ce côté, mais au nord-ouest et au sud-ouest, vous voyez les images qui circulent dans les réseaux sociaux. Elles sont horribles. Elles sont horribles. Vivement que le pouvoir en place fasse des efforts. Nous, en tant que patriotes, on prie au quotidien que le chef de l'État et tout son gouvernement fassent suffisamment d'efforts pour ramener davantage le calme dans cette partie du pays parce qu'il n'y a pas de vie de ce côté. On a parlé de la reprise de l'école. Aller sur le terrain, l'école n'a pas véritablement repris. Il y a des enfants qui sont encore dans des brousses aujourd'hui. Le chef de l'État a décrété une aide, un plan d'urgence humanitaire de pratiquement 13 milliards. Nous-mêmes, journalistes patriotes du Cameroun, avions cotisé 700 000. Il n'y a pas de honte à cela. Au moins, on a fait un geste pour nos frères de cette partie du pays. Mais est-ce que cette aide irait véritablement vers cette population-là? Voilà, ça c'est un autre débat. Qui ne l'est pas. Voilà, ça c'est un autre débat, Thierry. Bon voilà, Bernard Balana, est-ce que Bernard Dionga a raison de s'arrêter parce que 4 régions du Cameroun sont instables? Depuis d'abord, je dis oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il ne devait pas avoir élection présidentielle. Oui, pourquoi? Parce que le programme politique de Bernard Dionga s'adosse sur le monde rural. Oui. Et sur la 40 mesures. Oui, sur l'activité effective du monde rural. Or, il se trouve que à l'occasion d'une élection présidentielle, on sait une chose, c'est que le territoire national compte pour la circonscription électorale. Il faut que ce territoire national soit homogène. C'est-à-dire que s'il y a la paix à un endroit T, il doit avoir la paix à un endroit T+1 pour que l'élection soit équitable pour tous et pour que, au sortir des urnes, le président qui serait élu ait une légitimité certaine. Alors, dans ce cas, quand 4 régions sur 6 ne sont pas pratiquement opérationnelles, sur 10 ne sont pas pratiquement opérationnels et qu'on organise des élections, ceux de ces 4 régions qui certainement n'iront pas aux élections ne vont pas se reconnaître à celui qui sortira des urnes. Du coup, l'élection-ci viendra plutôt entériner la sécession. Parce qu'ils diront que non, vous avez organisé vos élections, vous avez voté votre président, nous on n'était pas là. Et donc, nous ne sommes pas avec vous. Je pense que c'est pertinent. La raison que Dionga donne, 4 régions sur 10 ne sont pas prêtes à aller aux élections. Et donc, le préalable aurait été que toutes les régions soient homogènes. C'est-à-dire qu'on apporte la paix, l'unité et la sérénité dans les régions où ces 3 concepts ont foutu le camp du fait des velléités sécessionnistes et des attaques du Boko Haram. Moi, je pense que c'est un préalable qu'il fallait vraiment mettre en place avant d'organiser toute élection. Et donc, par conséquent, Dionga a raison. Voilà, Thierry, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc renvoyer? Non, mais il fallait renvoyer. Le président Biya aurait été malheureusement truandé, tout le monde le sait. Et je crois quand même que le chef de l'État l'a su. Il a compris que renvoyer cette élection serait certainement s'attirer les foudres de la communauté internationale qui l'attendait justement à ce niveau, parce que la Constitution est claire. Les autres, la loi fondamentale de nos présidents, la possibilité
de proroger ou de de proroger une élection municipale, une élection législative, mais pas l'élection présidentielle. Il peut l'anticiper. Il peut anticiper une élection municipale ou la proroger, et également l'élection législative, mais il ne pouvait pas le faire pour ce qui est de la présidentielle. Il pouvait l'anticiper, mais pas la proroger. Fallait-il gérer le Cameroun cette fois-là par dérogation? Fallait-il réunir le peuple par voie référendaire pour lui demander est-ce qu'il était possible, est-ce qu'il est possible de renvoyer l'élection? Vous vous rappelez quand même des propos du docteur Luison Essoumba. Est-ce qu'il pouvait gérer le Cameroun par dérogation, par voie référendaire? Est-ce quelle aurait été la position de la communauté internationale? Je crois quand même qu'il a réfléchi à plus d'une fois. Il a pris la décision qui s'imposait. Il a été légaliste. C'est pour cette raison que l'élection présidentielle a été, le corps électoral a été convoqué à date, et à bonne date d'ailleurs. Donc voilà, on ne peut pas lui faire ce reproche. Maintenant, que la calmie ne soit pas totale du côté de la partie septentrionale du pays, c'est un autre débat. Que tel ne soit pas le cas pour le nord-ouest et le sud-ouest, c'est encore un autre débat. Il aurait été préférable que cela soit. Malheureusement, les conditions actuelles ne permettent pas, au-delà de tous les efforts qui ont été faits jusqu'ici par le gouvernement de la République. C'est clair quand même que les revendications qui avaient été abordées au moment où la crise avait été déclenchée par notamment les avocats, c'était l'harmonisation du code OHADA en anglais, ce qui a été fait. Il y a une batterie de mesures qui a été prise par le gouvernement. Je me rappelle même du temps où le ministre Ngal a été aux enseignements secondaires. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Quand M. Angouen était à la fonction publique, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Il y a même des concours qui ont été organisés exclusivement pour les anglophones. Donc le gouvernement a fait assez d'efforts. Voilà. Le gouvernement a fait assez d'efforts là-dessus, mais cela n'est pas suffisant. On a comme l'impression que le sécessionnisme, comme je le disais sur l'un des plateaux de télévision, est dans l'ADN des anglophones. Mais est-ce que cela devrait être le cas? Il faudrait quand même que toute proportion garder, que les uns et les autres se regardent en face et se disent, nous sommes tous Camerounais et il n'est pas question pour les uns et pour les autres de se tuer, de se remarquer ce qui s'est passé dernièrement à Voum, où un homme maintenu, un policier, un Camerounais a été décapité. Ce sont des images intolérables. Ce sont des images qu'on ne devrait pas voir, parce que nous restons d'abord des Camerounais. Nous sommes des Camerounais et nous ne devons pas tolérer cela. Le patriotisme voudrait justement que nous demandions aux uns et aux autres de repenser, parce qu'avant d'être anglophone, avant d'être francophone, nous sommes d'abord des Camerounais. Il faudrait que les uns et les autres le sachent. Ok. M. Balana, dites-moi, on a vu, c'était pas facile déjà les sénatoriales pour que les conseillers puissent aller voter dans ces deux régions-là. Vous croyez que la chose ne sera pas encore plus compliquée pour un scrutin universel? Oui, je l'ai dit tout à l'heure sur ce plateau. Je pense qu'il ne faut pas toujours mettre la loi. La loi ne devait pas être... La loi est au service des hommes. Ce n'est pas les hommes qui sont au service de la loi. On ne va pas toujours dire que la loi dit ceci pour s'en tenir à la loi. On a vu en Côte d'Ivoire, l'élection a été repoussée. Voilà, c'est les hommes. C'est les hommes qui font la loi. C'est les hommes qui les interprètent. Quand le contexte ne s'y prête pas, on peut trouver une dérogation. On peut trouver une mesure transitoire. Et comme vous l'avez dit, pendant les sénatoriales qui par ailleurs sont des élections indirectes. Voilà, ça n'a pas été possible. Indirect. Mais à plus forte maintenant, raison, quand c'est des élections directes où chaque voix compte. Parce que l'autre c'était des élections indirectes, mais ce sont des élections directes où chacun ira aux urnes. Voilà, maintenant prenez le cas de Batibo. On va aller dans les broussailles installer des bureaux de vote pour dire que bon, toi tu votes ici, toi tu votes ici. Moi je pense que on aurait pu renvoyer. Comme les deux autres. Pour que les choses soient mises au clair. Mais pour on ne va pas continuer avec... Il n'y a pas plus patriote que celui qui dit non, il faut qu'il y ait une partie du pays qui est en insécurité. Mettons d'abord dans cette partie du pays la sécurité avant tout. Oui, mais cela, on devrait passer nécessairement par l'Assemblée nationale. Oui, justement. Mais justement, j'ai dit... Faire adopter une nouvelle loi. C'est quand même... Oui, c'est vrai que
les lois sont régies par des hommes, ce sont des hommes qui font des lois. Il était possible justement de revoir un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on a Dr Luzon et son va le souligner. On pouvait passer par voir le référendum, on pouvait passer par... il y avait toute une batterie de mesures qu'on pouvait prendre justement pour proroger l'élection présidentielle. Mais la Constitution demandait effectivement que cette élection soit convoquée. Et le président l'a fait à date. C'est d'abord le plus important. Maintenant, il aurait pu, mais il n'a pas fait. Donc on s'en tient malheureusement à cela. L'élection a été convoquée à date, c'est l'essentiel. Voilà, on se retrouve dans un instant avec le fait du jour. Ils sont une vingtaine de partis politiques à avoir vendredi dernier apporté leur soutien au président de la République, Paul Biya. C'était à Yaoundé, et parmi les leaders ayant posé leur signature au bas de la déclaration du 20 juillet à Yaoundé, Fritz Ngor, Joachim Tobiono, Banda Kani, Robert Bapolipote, Jean de Dieu Momo, sur ce plateau avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir, Serge Autou. Bonsoir à mes copanélistes. Oui, Thierry Nyopé. Oui. Beaucoup de plaisir. Thierry Nyopé, Batana. Bien sûr, et Batana, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Voilà. Je découvre sur les plateaux, c'est très intéressant. Voilà, vous êtes Merci le président. de m'avoir invité. Oui, justement, on ne pouvait ne pas. Vous êtes le président des Patriotes pour le développement de la démocratie au Cameroun, pas Oui, oui, c'est exact, oui. Maître Momo, dites-moi. Oui. Depuis vendredi dernier, vous dormez sur vos deux oreilles? On va dire que oui, parce que j'ai pas volé, j'ai pas assassiné. J'ai pris une décision à mon âme et conscience, dans l'intérêt de mon parti et de mes militants, et également dans l'intérêt du peuple camerounais. Vous les avez consultés avant d'aller à Yaoundé? On ne fait pas un référendum. Un président ne fait pas un référendum de son parti pour prendre des décisions. Mais néanmoins, j'ai réuni chez moi le soir de la Coupe du Monde les membres du directoire, ceux qui ont pu faire le déplacement. On a vu la Coupe chez moi et on a discuté, on a débattu de la situation. Et nous n'avons pas pu arriver à un consensus quand même, mais on a fait des consultations également avec ceux qui n'ont pas pu venir. Donc, nous avions le choix d'aller à l'élection puisque notre parti est qualifié, ou de soutenir la candidature d'un parti de l'opposition, ou encore de choisir parmi les 5 personnes, les 5 personnalités et les 5 autres candidats de l'opposition, de plus en plus, qui nous avaient contactés. Non, il y a des candidats qui n'avaient pas de parti. Ils voulaient être candidats, mais ils n'avaient pas un parti éligible. Oui. Donc nous devions, et ça c'était délicat, parce que nous devions choisir parmi les 5 une personne qui porte les couleurs de notre parti. Au départ, nos entretiens avec Akarim Mouna n'avaient pas abouti, puisque nous lui proposions de prendre les couleurs de notre parti, etc. Mais, dans l'intervalle de ces discussions... Alors vous avez discuté avec Maître Mouna? Non, il y a longtemps. Oui. Il y a longtemps, quand il est venu en pour l'investir. À l'époque, pour avoir notre soutien. Oui. Mais comme il avait choisi de partir avec un parti du Nord, non pas avec le parti également de Bernard Mouna, nos militants avaient estimé que, n'étant pas partis avec notre parti, nous étant éligibles, nous pouvions investir quelqu'un d'autre qui porte les couleurs de notre parti. Donc, grosso modo, la majorité se déclarait pour que on puisse prendre un parti, un des candidats qui n'a pas de parti politique pour l'investir. Donc on avait des offres de ce genre-là, y compris des offres, n'est-ce pas, pécuniaires. Et les militants pensaient que ce sont des offres qui peuvent nous faciliter la vie, parce que on peut aller, on prend l'argent de la campagne et puis on prépare les municipales et législatives. Mais ce qui a pesé sur dans la balance pour que notre décision soit prise, c'est la question sécuritaire du pays. Nous avons estimé que les informations que j'avais qui faisaient état du projet de l'agenda d'un certain nombre de personnes et personnalités internes ou étrangères en vue de déstabiliser le Cameroun était une réalité. Ce n'était plus un rêve. Nous avons cru au départ que c'était une blague, mais nous avons vu que c'était un projet qui était vraiment arrêté. À quel moment exactement? Pour être plus précis. Il y a, disons que moi j'ai l'information depuis un mois à peu près, du sérieux de l'affaire.
Et cette information m'a pas permis de prendre une décision. J'ai enquêté pour savoir si cette histoire-là pouvait tenir debout. Et je me suis aperçu que effectivement, c'était quelque chose de sérieux. Oui. Pire, il y avait deux scénarios. Il y avait le scénario à la Kabila, où on disait que on va monter quelqu'un pour assassiner le président de la République. Et moi, j'ai dit, encore une fois, moi, je pensais que c'était un canular. Mais néanmoins, quand j'ai vu que ça pouvait être sérieux, moi, je suis un patriote. Je connais ce qui s'est passé au Rwanda, lorsque le président du Rwanda a été assassiné. Juvenal Habyarimana. Habyarimana. Lorsque Habyarimana a été assassiné, personne ne savait que le pays va s'enflammer. Moi, j'ai vécu à Yaoundé dans les années 90-91, là. J'étais à Biémasila. Et je me souviens qu'à cette époque, il y avait l'autodéfense de Parlement, etc. Et que moi, à 16 heures précises, face à l'insécurité qui était là, j'avais acheté ma machette autour de 16 heures. Okay. Donc, il y a un problème actuel de tribalisme et de haine intertribale qui fait que cette élection est la plus dangereuse. Elle est une élection à très, très haut risque génocidaire. Okay. Et c'est le génocide qui vient par, il faut seulement allumer le feu, soit par l'assassinat du président, soit par ce qu'on appelle la masse critique, c'est-à-dire une masse qui ne représente pas 1 million de personnes, mais qui peut descendre dans la rue et causer donc les dégâts pour permettre l'intervention. Oui, on vous accompagne. Thierry Nyoko, cet argumentaire de Maître Momo vous satisfait-il? Je l'ai souligné tout à l'heure. Je n'aimerais plus revenir certainement sur mon association, mais je suis patriote. Peut-être pas comme Maître Jean de Dieu Momo, mais je suis patriote et je suis contre toute velléité étrangère, encore ou interne, qui vise à mettre à mal le Cameroun. Il est clair que je partage humblement ce point de vue. Je l'ai longuement soutenu, même en termes de cette émission. Je l'ai longuement soutenu sur des plateaux et même au-delà de ces plateaux-là. Il est impensable que des personnes, sous le fallacieux prétexte de faire partir le président Biya, mettent le Cameroun à feu et à sang. Si vous vous rappelez de l'historique de ce que nous appelons aujourd'hui l'Ambazonie, cela est parti justement d'un fait banal. Tout le monde s'est amusé quand on disait que M. Ayouk Tabé et compagnie avaient vendu Bakassi à une firme qu'on appelle Kilimanjaro Capital Limited. C'était en novembre, je crois que c'était en février 2012. L'information a fusé dans les réseaux sociaux, mais cela est passé comme une lettre à la poste, sans pour autant que les Camerounais s'interrogent. Il a fallu près de 5 ans plus tard pour que l'affaire émerge face à la pression justement de ces forces aux occultes qui voulaient mettre le Cameroun à feu à sang. Voilà d'où vient le problème ambazonien. Maintenant, le problème du sécessionnisme et le reste, c'est la conséquence de la mauvaise gestion de cette crise. C'est tout. Donc, je suis contre toutes ces forces exogènes et endogènes parce qu'au-delà de toute chose, il y a également des gens tapis à l'intérieur qui contribuent à mettre davantage de feu pour que le Cameroun s'embrase. Je partage ce point de vue. Maintenant, mais ce point de vue ne m'amènerait pas à croire nécessairement que le président Biya est le meilleur choix. D'aucuns ont avancé l'idée selon laquelle le président Biya est assez vieux. Mais non, pour moi, l'âge n'est pas un problème. L'âge est un problème, certes, mais l'âge n'est pas le seul problème qui empêchera le président Biya à mener, à continuer à gérer le Cameroun. J'ai parlé tout à l'heure du président Bouteflika. Il y en a. Le cas du président de la Commission de l'Union européenne qui est plus vieux et qui a même de peine à se tenir sur ses deux jambes. Donc, il y a des éléments qui peuvent nous permettre de partager quelque peu la position de Maître Jean-Dieu Momo. Mais ce qui irrite ses camarades, ses militants, et pourquoi pas le landerneau politique, et même l'opinion nationale et internationale, c'est que Maître Jean-Dieu Momo, il y a 7 ans, s'était attaqué de manière virulente au président Biya. S'était attaqué de manière ouverte, mais sans porter des gants. Il a tout dit sur le président Biya. Je ne vais pas revenir sur ces thèmes parce que c'était des termes extrêmement durs. Mais de là à prendre position aujourd'hui, fait et cause pour le président Biya,
pour moi, cela dérange. Oui. On aurait pu l'accepter pour des partis politiques qui ont toujours fait corps avec leur DPC. Ils avaient créé une sorte de majorité, ils appelaient ça majorité présidentielle. Oui. Il y a par exemple le Parti Vert pour la démocratie intégré au Cameroun du Dr Fougoum, qui depuis sa création a toujours dit qu'il est avec leur DPC. On l'a vu aux côtés de Mme Foning. Il y a certains partis politiques, on peut comprendre. Mais les partis politiques tels que le MEC de Fritz Piengo, le PADEC et les autres ne devraient pas. Prenez le cas du parti qu'on appelle Merci, qui a déposé un dossier à l'élection présidentielle. Isaac Feuzeux. Mais qui, étrangement, s'est retrouvé vendredi avec Maître Jean de Bidjo Momo et les autres, Badakani, qui a toujours soutenu le président Biya. Je préfère encore ce genre de position, mais les autres ne devraient pas. Voilà. Bernard Batana. Vous comprenez, Maître Momo, ce revirement? Oui. Maître Momo 2011 et Maître Momo 2018. Vous comprenez sa logique? J'ai la chance d'avoir côtoyé Maître Momo, qui est un avocat brillant, qui s'est illustré dans la défense de l'affaire de Neuf de Bepanda. Et je crois que c'est cette affaire qu'il a mis sur les feux de la rampe. Oui. Mais moi, j'ai plutôt des interrogations sur l'homme politique qu'il est devenu. Alors, en quoi est-ce que les menaces de déstabilisation du Cameroun font basculer Maître Momo de l'autre côté? Ça, c'est d'un. Et de deux, au terme de cette concertation du collectif des 20 partis politiques, qu'est-ce qu'ils ont concrètement proposé au président Biya? Il ne suffit pas de dire que, bon voilà, c'est l'assurance tout risque. C'est l'homme de la paix, c'est l'homme de ci et de ça, c'est l'homme qui est à même de faire revenir la paix au Cameroun. Le mettre à penser. Le mettre à penser. Mais il faut, en tant que politique, proposer une solution politique à ce problème qui est éminemment politique. Ça, c'est d'un. Et de deux, depuis le déclenchement de cette affaire, le problème anglophone, de la crise anglophone qui a atteint son apogée l'an dernier, qu'est-ce que les politiques comme Maître Momo ont fait en tant que patriote, si tant il est vrai que autant dans son fief électoral, autant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il peut recruter des militants, c'est-à-dire des patriotes, comme il aime bien à le dire. Au régime en place. Et on ne comprend pas comment, du jour au lendemain, sous prétexte qu'il y a des forces étrangères qui viennent, qui menacent le Cameroun, Maître Momo Saling, est-ce que ce n'était pas l'occasion pour aller vers ces militants et leur dire que mettez-vous prêts parce que il y a des forces exogènes qui veulent déstabiliser le Cameroun. Parce que le message, à cette occasion, je pense, pourrait mieux placer. Voilà, Maître Mogo. Oui, c'est une décision, vous le savez bien, politique qui est difficile à prendre. Parce que nous avons tout à fait prévu dans notre directoire que c'était une décision suicidaire, politiquement suicidaire. Mais vous en étiez conscient? Bien entendu, vous savez, je ne suis pas un nabo politique, je suis quand même diplômé de sciences politiques. Je ne suis pas un nabo. Nous sommes conscients que notre décision ne sera pas comprise par le commun des mortels. Et nous sommes conscients que ça va diviser également les nationalistes et les patriotes. Mais nous sommes également conscients que tous ceux qui nous ont accompagnés dans la haine du régime Biya ne comprendront pas que malheureusement, nous ne sommes pas en train de dire que Biya a changé, il est devenu le saint. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il est devenu le meilleur. Mais nous sommes en train de dire que nous avons face à nous la peste et le choléra. Est-ce qu'on garde Paul Biya ou est-ce que nous affrontons
la sécession et la révolution. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'agissant de la masse critique et de l'autre plan, c'est que c'est un plan que moi-même, j'avais imaginé en 2011, mais qui a été toiletté, qui a été noyauté, qui a été... moi, j'avais dit que je voulais venir, si le peuple vient avec moi comme un messie. J'ai réuni la masse critique en 2011 pour encercler le palais de Toudi et exiger le vote physique, qu'on nous compte physiquement. Maintenant, on a repris mon ancien plan de la masse critique pour dire que la masse critique, si on est 500 ou 500 000, etc., on sort 500 000, on filme pour voir que tout le Cameroun est sorti pour vomir Paul Biya et on en profite pour mettre la guerre au Cameroun. On ne va pas compter les 3 millions de voix qui l'ont voté. Et donc, je me suis dit donc à ce moment précis-là, moi, connaissant ce que vous ne connaissez pas, j'ai été un acteur au plan international. Je connais le Rwanda, j'ai les images, j'ai les vidéos, j'ai été avocat là-bas, je suis avocat principal là-bas. Et je sais que l'élection est la porte d'entrée de toutes les déstabilisations. Les gens qui allaient en Côte d'Ivoire, vous allez demander. Quand ça a commencé, personne ne savait que ça allait donner ce que ça a donné en Côte d'Ivoire. En Libye, on a pris le prétexte de la longévité au pouvoir. Je suis persuadé que les gens ne vont pas me comprendre. J'ai pesé le pour et le contre de ma mort politique. Et même de ma mort physique, puisqu'on annonce qu'on va me tuer. Oui, justement. Quand vous regardez, mais ça, ce n'est pas la première fois qu'on me menace de mort. Ça atteint ce niveau-ci? Oui, en l'an 2001, 2002, tout ça, quand j'étais dans les affaires de neuf disparus, la menace de mort venait du pouvoir. Oui. D'accord? Cette fois-ci, c'est dans votre propre camp. Ça vient de mon propre camp. Donc, je suis habitué à vivre dans la menace de mort et dans la difficulté. Mais cependant, ce que je sais, c'est qu'un leader a une avance sur le peuple qui le suit. C'est le leader qu'on suit, le leader ne suit pas le peuple. Moi, j'ai pris une décision en mon âme et conscience, en tant que patriote, une décision lourde de conséquences pour la paix. Ça, c'est clair. Quand je dis ça comme ça, les amis du Nord-Ouest, comme Batana vient de dire, et du Sud-Ouest, mes amis anglophones, ne comprennent pas. Ils disent que vraiment, Momo, tu nous as déçus. Parce qu'au début de la crise anglophone, chacun a vu que j'ai pris fait et cause pour eux. J'ai défendu la cause anglophone. Je me suis constitué pour marcher au BBC. Je suis allé en prison le voir. Même si je ne suis pas la suite, je ne suis pas allé au tribunal puisqu'il y avait trop plein d'avocats. Et que je ne voyais pas l'intérêt pour moi d'aller aussi à Yaoundé tout le temps. Ça demande un coup. Mais dans tous les plateaux, dans tous mes écrits, je défendais la cause de Mancho BBC et des anglophones. La cause de Arbor Congo et les anglophones. Donc j'ai pris ça pour moi. Parce que moi, je l'ai dit que moi-même, je suis anglophone. J'ai un enfant anglophone. J'ai ma famille anglophone. J'ai des neveux anglophones. J'ai des nièces anglophones. Et mes enfants sont à l'école anglophone. Donc, ce n'est pas une question de détester les anglophones ou de choisir le candidat qui est en train de tuer les anglophones. L'affaire a commencé par une question corporative. Maintenant, les minorités ambazoniennes, séparatistes, ont maintenant pris l'affaire en main pour créer la guerre. Et ils sont en train de... Moi, je suis leur télé à la maison. Ils cotisent l'argent aux États-Unis, en Europe, pour acheter les armes. La Serbie a même pondu un communiqué pour interdire la vente des armes au Cameroun. Moi, je dis que quand on commence à acheter les armes, puisque les deux parties sont irréconciliables. À Yaoundé, on dit qu'on va les éradiquer. À Bouya, dans le nord-ouest, ils disent que la République fédérale d'Ambazonie ou rien. La guerre commence à opposer les francophones et les anglophones. On a tué un prêtre hier qui était passé, il était francophone. Actuellement, le moment-ci est mauvais et génocidaire. D'abord parce que si vous allez avec votre histoire de masse critique là, la guerre sera
entre le génocide va commencer, les Bétis contre les Bamileke, les anglophones contre les francophones contre les Babouké. Ça dit que ça va être pire que ce que vous avez vu au Rwanda. D'autant plus que chacun sera l'ennemi de l'autre. Mais les gens ne comprennent pas ça. Moi, je suis un leader. Je sais, j'ai toujours malheureusement eu une longueur d'avance. J'ai toujours eu raison avant tout le monde. Je vois avant tout le monde. Quand j'ai annoncé que Donald Trump va être président des États-Unis, on m'a insulté pendant un mois, si vous vous souvenez, sur la toile. Quand Donald Trump a gagné, on a dit, Momo, tu es un visionnaire. J'ai fait des prédictions comme ça. Monsieur, quand on est un observateur politique, on est un responsable politique, on prend des décisions politiques importantes. Cette décision politique que j'ai prise, dans l'intérêt du Cameroun, et non dans mon intérêt, elle est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. J'avais le choix de me taire, de prendre mon visa, de partir m'installer à Paris. Puisque moi j'ai passé le concours du barreau de Paris, je peux m'inscrire au barreau de Paris, dans tous les barreaux de France, je peux installer là-bas. Je suis un avocat international. J'ai pas besoin de rester ici, j'ai même pas besoin de vos dossiers, j'ai pas besoin de magie. Je m'installe à Paris, je gagne ma vie. Je m'installe au Mali, je gagne ma vie. Je suis un avocat pénal international, j'ai pas besoin qu'on me demande l'argent. Donc, on ne m'a pas donné l'argent pour prendre cette décision. Parce que d'abord, Paul Biya n'a pas besoin de ma voix. Puisque statistiquement, arithmétiquement, il a déjà gagné si ses militants vont voter. Il ne peut perdre que si ses militants restent à la maison. Parce que quand vous avez les statistiques, vous regardez sur un plan statistique, vous avez fait statistique, prenez les élections de 2011. Voyez le nombre d'inscrits sur la liste électorale. Nous, on a 7 500 000 sur la liste électorale inscrite en 2011, avec les abstentions d'environ 2 500 000. Paul Biya a gagné avec 3 700 000 voix. Et son suivant n'avait que 518 voix. 518 000. Alors, dites-moi par quelle magie le nombre des opposants, qui sont 10 ou 29 ou combien là, ils seront peut-être 10 ou 15, qui vont se partager. On est aujourd'hui 6 300 000 inscrits. Paul Biya a déjà ces 3 millions garantis. Dites-moi par quelle magie les 3 300 000 vont être partis par 10 jusqu'à ce que vous gagnez. Qui trompe le peuple? Arithmétique. Non, je dis, hein, qui trompe le peuple? Moi, ou les gens qui vendent les illusions. Maître Momon vous a suivi, vous étiez 8e en 2011, avec 23 791 voix, soit 0,5457%. Exact. Voilà, Pouvez-vous donner aussi le chiffre de M. Paul Biya, s'il vous plaît? Vous étiez... Il n'y a que mon chiffre qui vous intéresse. C'est vous qui êtes sur le plateau. Donnez, je ne compte pas. Je vous ai dit Maître Momon, oui. Vous venez de développer, vous avez fait l'arithmétique. Exact. Vous n'avez pas vu ça en 2011? Non. En 2011, ah bon? je n'ai pas vu ça. Vous ne savez pas que Paul Biya a aussi gagné? Écoutez, automatiquement? Je vous ai dit mon plan en 2011. J'ai dit que je venais, j'étais nouveau. J'étais neuf. Et quand on est nouveau, on ne réfléchit pas. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai réfléchi? J'ai réfléchi et j'ai dit, je réunis la masse critique. Je t'ai donné mon projet qui a été détourné maintenant. Je réunis la masse critique et on fait, c'est-à-dire que je gagne. On vole mon vote. Mais je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Les gens n'ont pas cru en moi. Je tire les conséquences que j'ai perdues. Et quand en démocratie, on dit que quand tu as perdu, il faut suivre la majorité. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je regarde la chose froidement. J'ai perdu l'élection. Je ne peux pas être, n'est-ce pas, je ne peux pas le gagner. Maintenant, j'analyse, je dis, comment faire pour le gagner? Il faut simplement réussir à faire partie un candidat contre lui. Et j'ai travaillé dans ce sens. J'ai travaillé avec les autres en leur disant, moi, je ne pars pas. Choisissez un, nous mettons derrière lui. Je vous annonce que je ne pars pas. On n'a pas pu trouver une seule personne pour partir. Bon, moi, si je vais, je trompe le peuple ou bien je me trompe moi-même. Mais dans tous les cas de figure, ça c'est les mathématiques. Ça c'est l'arithmétique que tout le monde peut faire. Mais je dis que ça rentre dans une des raisons qui m'ont motivé. Mais la principale raison, elle est sécuritaire. Okay. La principale raison qui m'a poussé à dire, parce que j'avais le choix de prendre l'argent d'un des candidats là, de l'investir et de prendre l'argent de campagne et on s'en va. Mais je dis, je suis encore le politicien
qui fait la politique honnêtement et qui est sincère. Okay. Bon, maintenant, l'histoire va nous juger. Voilà, et puis, que je ne devienne plus ce que vous avez cru que je devrais être, ça, c'est pas un problème pour moi, tant que je sais que j'ai sauvé. Si je peux sauver la paix, je ne l'ai pas sauvée. La paix dépend de vous, c'est pas de moi. Ok, Maître Momo. C'est pas moi qui prends les armes, mais je vous préviens. Oui, Maître Momo. Thierry Nyopé, rapidement. Oui, c'est j'allais autour. Maître Momo a suffisamment ergoté sur les motifs qui l'ont poussé. Mais on l'a écouté. On l'a écouté hier à la maison du parti de Bonanjo. Il a souligné que quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Mais je continue à croire. Je dis, j'ai reçu à plusieurs reprises Maître Momo sur mon plateau de télévision. Et à plusieurs reprises, il a souligné effectivement qu'il n'était pas un néophyte en politique. Donc il ne peut pas nous dire qu'en 2011, il ne savait pas où il allait. Il savait que statistiquement, il ne pouvait pas battre le président Biya. Il n'était pas le Messie que l'on a vu certainement du côté de la France avec le phénomène Macron. Non, en réalité, il savait où il allait. Oui. Maintenant, il a compris certainement au regard d'un certain nombre de choses. On a lu plein de choses dans les réseaux sociaux. On a dit effectivement que ces affaires au niveau de l'avocature vont très mal. On n'en parle tout à l'heure. Voilà, oui, si vous voulez. On n'en parle tout à l'heure parce que de l'autre côté, je crois, Cédric Noufélé est déjà prêt. Cédric Noufélé, la rédaction centrale Equinox Télévision, il va nous dérouler comme ça l'essentiel du 20h ce lundi. Cédric, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, justement, nous sommes avec Maître Momo. Voilà. Maître Jean-de-Dieu Momo et les autres co-panélistes sur Equinox ce soir. Vous suivrez un dossier consacré aux modalités de financement des campagnes électorales, alors que certains postulants ayant fait acte de candidature incitent les Camerounais à contribuer au financement de leur campagne électorale. Les origines de ces financements privés sont loin d'être toujours transparents. Ce soir, une série de reportages permet de démystifier ces zones d'ombre. Vous suivrez également l'embarras du ministre de l'Enseignement supérieur face aux dysfonctionnements criards observés dans la distribution gratuite des ordinateurs aux étudiants. Certains d'entre eux ont reçu 2 fois plus qu'il n'en fallait. Dans ce journal, le ministre s'explique. S'agit-il d'une simple erreur ou des soupçons de favoritisme? Vous le saurez dans le journal de 20h. Et l'escale internationale est consacrée à l'analyse et au décryptage des enjeux géoéconomiques de la tournée africaine du président chinois Xi Jinping, qui est attendue en Afrique du Sud après les premières étapes du Sénégal et du Rwanda. Voilà. On retrouve donc Cédric Noufélé dans un instant pour le 20h. Et bien évidemment, à la fin, on va continuer avec Maître Momo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'acte du 20 juillet dernier avec les 20, le G20, le 20 juillet. Drôle de coïncidence, hein? Voilà, merci. Madame, Monsieur, dans un instant, le 20h de Cédric Noufélé. Et nous, on se reprend après pour le débrief. À retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes toujours en compagnie de Bernard Batana, directeur Cameroun de Camerbi. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Toujours en compagnie de Thierry Nyopé, vous êtes le 2e vice-président des journalistes patriotes du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. C'est exact. Voilà, et en compagnie du président des patriotes pour le développement et la démocratie au Cameroun, PADEC. Lui, c'est Maître Jean-de-Dieu Momo. Merci Serge Alain autour. Bonsoir à vos téléspectateurs, une fois de plus. Maître, dites-moi, depuis le 20 juillet, la toile s'est enflammée, il y a eu des menaces de mort. Votre famille, comment elle réagit face à tout ça? Comment vous-même? Disons que je suis un leader d'opinion d'abord, avant d'être un homme politique. Évidemment, je ne suis pas insensible au discours que mes compatriotes tiennent sur la toile. J'ai essayé tant bien que mal de leur expliquer, mais vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. J'ai finalement compris, et c'est ma fille qui est effectivement, qui passe sa vie à me défendre, sur la toile, a dit, quand ils disent qu'ils vont me tuer, j'ai compris que il y a une chose fondamentale. Le peuple a raison de se fâcher contre moi.
le peuple a raison, mes militants également ont raison, parce que je leur ai retiré l'espoir. Je représente tout cet espoir-là d'une alternance, l'espoir du changement. Et donc les forces du changement sont en colère contre moi parce que je ne leur vends pas les illusions. Je leur donne pas l'espoir que au soir du 7 octobre, ils auraient le changement tant souhaité. Mais ce n'est pas de mon fait. C'est une analyse froide de la situation qui me permet de prédire l'avenir et de dire, mes amis, vous allez être déçus parce que vous n'avez pas organisé la possibilité de l'alternance, la possibilité de changement. Parmi ceux qui braillent sur la toile, il y a très peu qui ont la carte électorale. Pendant que nous... Mais vous continuez à les provoquer, là. Pourquoi provoquer? Est-ce qu'ils ne braillent pas? Les gens, quelqu'un parle sans sa carte électorale. Vous allez en guerre sans les munitions. Et vous venez vous en prendre à moi, qui suis allé avec mes moyens, avec mes militants, pour vous plier chaque jour de vous inscrire, pour vous supplier de vous inscrire, pour qu'on aille prendre le pouvoir. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai dépensé des fortunes, ma fortune. J'ai dépensé tout l'argent que je gagne au tribunal pénal international dans la politique. J'aurais pu construire mes immeubles et percevoir les loyers. Moi, j'ai mis tout mon argent là-dedans avec des gens qui sont à la maison et ils ne peuvent pas faire le déplacement pour aller à Elekam s'inscrire. Vous voulez changer, mais il faut que c'est Momo qui aille changer tout seul. Ça ne peut pas marcher. Si vous voulez le changement, inscrivez-vous. Prenons la masse critique dont j'avais parlé depuis 2011. C'est-à-dire, soyons supérieurs en nombre de personnes que de voix dans l'urne. Mettons-nous plus nombreux. Et là, c'est ce que j'avais appelé le vote physique. Mais si les gens ne veulent pas faire le vote physique, si les gens n'ont pas la patience d'aller prendre une carte pour aller voter, vous venez vous en prendre à Maître Momo, qui vous dit la vérité. Je vous montre la lune, vous regardez le doigt. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Thierry Nyopé. Non, je dirais le discours de Maître Momo, il est un peu belliqueux, hein? Toujours belliqueux. Je dirais simplement à Maître Momo que ce n'est pas parce qu'il a cessé de croire qu'il va empêcher aux autres Camerounais de croire. L'espoir fait vivre. C'est Bernard Batana qui le fait souvent savoir sur d'autres plateaux. Donc il faut laisser les Camerounais continuer à croire que l'espoir est possible. Vous avez vu tout à l'heure des images qui ont été diffusées dans le journal d'Equinox Télévision du côté de Mayo, je crois. Oui, oui. Un quartier de Marois. Une digue a cédé, laissant les populations sans domicile. Et comment faire pour résoudre ce problème? Vous avez écouté les témoignages des uns et des autres, ou les réactions des uns et des autres. Elles sont assez vives, assez virulentes contre le pouvoir en place, contre ces gouvernants justement qui gèrent le pays, pas nécessairement contre le président Biya. Je l'ai souligné la dernière fois sur le plateau, le président Biya est peut-être la conséquence, mais indirecte, de ce qui se passe, parce que c'est lui qui nomme, c'est lui qui sanctionne. Maintenant, quand il ne sanctionne pas, on peut comprendre tout naturellement qu'on lui jette des pierres. Et malheureusement, parce que c'est lui qui a un bilan à défendre. On a écouté M. Amadou Moustapha, qui est le président de la NDP, souligner qu'il soutienne le candidat qui a le mieux travaillé pour le pays. À moi de lui demander quels sont les autres candidats qui ont travaillé pour le pays. Qui a le pouvoir qui a un bilan à défendre? Ce n'est que le président Biya. Donc, c'est un argumentaire qui ne tient aucunement la route. Ce sont des argumentaires fantaisistes et fallacieux, justement, des gens qui, au crépuscule de leur âge, continuent à croire, effectivement, qu'ils peuvent apporter quelque chose à ce pays. Non. Il est possible de faire bouger les lignes. Il est possible de faire changer les choses. Je continue à croire, maître, juste pour peut-être parler totalement en déphasage avec Maître Momo, qu'il y a des problèmes qui restent en suspens. Au-delà de tout ce qui a été fait, vous savez vous-même que le seuil de pauvreté a atteint un seuil critique. Il y a plus de 85% de la population qui vit au-dessous ou en deçà du seuil de pauvreté. Le chômage est devenu endémique. La crise anglophone
le gouvernement peine à le résoudre. Il fait des efforts, mais cela ne suffit pas encore. Il faut aller au-delà. Nous, on a prêché à plusieurs reprises. Nous avons longuement parlé du débat inclusif. Maintenant, qui peut participer à ce débat? Il faut opposer à la force des armes. C'est parce que du côté des sécessionnistes, on s'arme. Parce que, également, du côté du gouvernement, on se radicalise davantage. Il faut pêcher par une autre voie. Peut-être pas en appelant la communauté internationale ou en appelant pour parler au niveau de la communauté internationale, mais en essayant de discuter parce que l'inchal peut encore se laver en famille. Il y a, prenez le cas, je le souligne encore sur ce plateau la dernière fois, les structures et les infrastructures sont totalement délabrées. Prenez le Premier ministre était à Douala il y a quelques jours. Il a vu dans quelle situation vivent les habitants de Douala. Il a roulé dans sur quelle route? Les routes de Douala sont devenues impraticables. Nous qui avons des véhicules, parfois, on se retrouve à changer justement. Il était en 4x4. Cela n'empêche en rien le fait que les amortisseurs souffrent. Malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui, là, Yaoundé, malheureusement pour nous. Mais à Douala, il devient pratiquement impossible de rouler. Ce n'est pas la faute à M. Biya, mais la faute à ceux qu'il a nommés. Qu'il sanctionne, c'est ce que nous demandons. Qu'il sanctionne et qu'il mette des gens qu'il faut capables de conduire en main ou de mieux gérer sa politique. On a vu des cas, des ministres qui travaillent bien. Je ne peux pas en citer ici, mais ils sont suffisamment nombreux. On l'a vu au ministère des enseignements secondaires, aujourd'hui au transport, il y a des ministres qui travaillent. Vivement que Paul Biya comprenne qu'il est temps, pourquoi pas, de changer ces cours-là et mettre des jeunes qui sont capables Bernard Batana, merci. Est-ce que Maître Momo a fait de se décourager? Maître Momo... Il est réaliste ou bien il a cédé au découragement? Il est quoi? Pragmatique? Il est réaliste? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un homme politique. C'est-à-dire l'homme Maître Momo 2011 et Maître Momo 2018? C'est deux personnes différentes. Oui. C'est un homme politique qui a posé un acte politique. Mais il me semble que jusqu'ici, Maître Momo ne nous a pas donné tous les contours de cet acte politique. S'agissait-il d'un deal politique? Auquel cas, qu'est-ce que Maître Momo gagne dans ce deal politique? Tout à l'heure, il a dit qu'il a perdu toute sa fortune. Combien il a eu dans cette transaction politique? Parce qu'au Cameroun, on sait que les transactions politiques, est-ce qu'il a eu une somme d'argent? Et voilà, c'est l'occasion ici de nous le dire. Peut-être c'est l'occasion de le dire. Ça, c'est donc. Et d'autres choses, Maître Momo est allé dans une caricature de l'élection pour dire que le président Paul Biya a déjà gagné. Mais non. Là, c'est faire insulte aux électeurs. Chaque occasion d'élection est une occasion pour les électeurs de sanctionner. Il faut laisser le soin aux électeurs, au peuple souverain, de prendre la décision en toute quiétude. Il ne faut pas l'influencer. Lorsqu'on organise les élections, lorsqu'on lance la campagne électorale, tous les candidats doivent être, les compteurs de tous les candidats doivent être mis au zéro. Il reste au peuple de décider. Les voix dont il fait allusion, l'ORDPC a eu 3 millions de voix l'élection. Les chiffres ne sont pas immuables. Il s'agit ici d'une élection. Les mêmes électeurs peuvent dire non à celui qu'ils ont élu hier, en fonction du programme qu'ils présentent. Donc, tout est à faire. Il y a encore espoir qu'il y ait soit un Macron, soit ou je ne sais quoi, au terme de cette élection. Pourquoi pas? Il ne faut pas penser que les électeurs sont devenus des marionnettes. Ils ne sont pas dupes. Ils savent où se trouve leur intérêt. Ils savent qui est à même de valoir leur mandat. Leur mandat, parce que à chaque élection, c'est un mandat de 7 ans qu'on donne. Maintenant, il faut peut-être faire abstraction de tout ce qu'on dit. Il a 81 ans, il a 85 ans et autres là. Moi, je pense qu'au moment où on se met dans l'une, ce n'est pas l'homme en tant que tel qu'il faut voter, mais son programme. Oui. Il faut voir son intérêt d'électeur dans le programme du candidat qu'on vote. Okay. On ne regarde pas l'âge. Ok. Bon, voilà. Maître Momo, dites-moi. Avant d'arriver, Maître Momo, vous n'allez pas nous dire que vous êtes retrouvé comme ça à Yaoundé le 20.
Qui a organisé tout ça? Comment on en est arrivé là? On veut savoir. Les Camerounais veulent savoir. Je vais vous répondre. Avant d'y arriver, la caricature, le programme, enfin, que M. Batana déroule, c'est dans un pays démocratique normal, ça se passe comme ça. Mais nous sommes dans un cas de processus démocratique. Quand vous avez parlé, j'ai eu la courtoisie et la politesse de vous écouter. Chez nous, la discipline est importante pour qu'on s'entende. Dans un pays normal, démocratique, un pays démocratique normal, c'est d'abord un pays où le citoyen lui-même est informé de ses droits et connaît les règles politiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays. Et notre pays a encore vraiment beaucoup à apprendre en politique. On y va avec l'émotion, avec le cœur. Et j'ai même malheureusement constaté que même les journalistes, certains journalistes et certains intellectuels pêchent par ce sentimentalisme-là. Je vais vous prendre un exemple simple. Pour aller être président dans votre réunion du quartier, dans une tontine, votre tontine du village, si vous voulez être président de votre tontine du village, vous touchez quand même quelques amis que, gars, je vais être candidat, je vais donner ma candidature, il faudra me voter. Tu touches quelques amis, soutiens ma candidature, soutiens ma candidature. En politique, c'est ça. Quand on ne vient pas se présenter ex nihilo. En politique, quand on se présente, on va battre campagne pour dire inscrivez-vous pour me voter. Le programme tel que vous dites là, c'est bien, c'est alléchant. Mais ça dit que le programme est très bon. Il faut présenter ton programme. C'est alléchant, les gens adhèrent. Mais va vers eux. Jusqu'à la date de clôture, à la date de la convocation du corps électoral, j'ai vu un candidat qui dit que, on dit comme ça, je n'ai même pas encore ma carte. Il faut que j'aille courir, me demander où se trouvent les camps. Donc, voyez-vous, il y a plein de gens comme ça qui n'ont pas la carte électorale et qui pensent qu'on peut changer les choses. Oui, mais bon, moi, comment ça s'est passé? Je leur apprends. Oui. Maintenant, quand nous avons... Qui est-ce qui a organisé tout ça? Non, je ne savais pas qu'il y avait un groupe de 20. Un groupe. Je ne savais pas que j'allais intégrer un groupe. Je me suis approché de l'administration territoriale pour dire que j'ai décidé, notre parti... Vous êtes allé voir pour la Tangandji? Je ne savais pas que c'était lui. Vous ne savez pas que c'était lui le ministre? Non, je vais dire que je savais que c'était lui, mais je ne suis pas passé par lui. Ok. J'ai dit à madame, il y a une directrice des élections des partis politiques au ministère, c'est-à-dire notre interface. L'interface, c'est lui que nous voyons quand vous arrivez au ministère, c'est la directrice des partis politiques. Donc je lui ai dit que, on a bavardé, on bavarde souvent, on se téléphone. Je lui ai dit, écoute, nous avons décidé de soutenir la candidature de Paul Biya. Il dit, ah c'est vrai, justement, j'ai déjà... Nous sommes à quelle période là? Nous sommes après la convocation du corps électoral. Ok. Ouais. Elle me dit justement parce que il y a d'autres partis qui veulent également le faire. Qui sont passés avant vous? Ouais, qui bon. Vous étiez le 40e sur la liste? J'en sais rien, je sais pas, j'ai pas demandé. Okay. Ce que j'ai dit, je demande à voir le ministre pour lui parler. Le ministre m'a reçu, je lui ai dit, je ne veux en aucun cas être associé aux autres. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas là pour chercher l'argent. Peut-être que les autres viennent pour marchander leur voix. Moi, je dis que je suis ici parce que j'ai pris une option politique. Je ne veux pas de marchandage avec vous. Je ne veux aucun écrit, je ne veux pas d'argent, je ne veux rien savoir parce que on va dire que j'ai reçu de l'argent et ça va discréditer notre action. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir Jean Kueté au comité central du RDPC? Parce que je tenais à soutenir la candidature. Pourquoi vous passez par rapport à Tangandji? Est-ce que je peux vous poser la question, laissez répondre? Parce que j'ai décidé de soutenir la candidature de Paul Biya et non le RDPC. Le président naturel. Non, j'ai dit, je soutiens la candidature de l'homme, mais je n'intègre pas votre parti, votre majorité présidentielle. Et ça c'est... Mais on vous appuyait à oui, pour faire campagne. Oui. Mais ça, comme un parti qui soutient la candidature de... Une réunion convoquée par Laurent Hisso. Exactement. Le RDPC, on vous a vu là-bas. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé, viens délivrer ton discours. On vous a obligé d'aller là-bas? Est-ce que j'ai dit que je ne voulais pas y aller? Est-ce que j'ai dit qu'on m'a forcé? Je voulais y aller. Ah, ok. C'est moi qui ai même annoncé sur une télévision concurrente, sur LTM à midi, que je serais au meeting du RDPC. Ok. Je suis heureux qu'il ait pensé à moi, à m'inviter là-bas. Oui, une fois dans la parce que c'était l'occasion
de parler. Et donc, j'ai donc exigé de voir le ministre pour lui dire que je ne fais pas le marchandage. Je ne veux pas de la récupération. Je ne veux pas que vous partiez dire que vous avez convaincu Maître Momo qui vous a rallié. Je connais l'histoire de la Pyro de Banga et de tous les autres qui ont été salis parce qu'on dit que vous leur avez donné, l'État leur a donné l'argent. Donc, je ne veux pas ça. Moi, je prends une décision politique dangereuse et je lui ai dit, comme il m'a dit qu'il y a les autres partis, les 20 autres partis, j'ai dit, c'est moi le leader, c'est moi qui prends la parole. C'est moi qui conduis l'équipe. Sinon, c'était mes conditions. Robert Bappolipote qui a pris la parole. Oui, parce qu'il m'a dit que dans le groupe il y a M. Bappolipote qui est député. Et que moi, comme je suis conseiller municipal, que j'accepte. Bon, on a eu un compromis où j'ai dit, ok, comme Robert Bappolipote est député et que son parti a quand même plus d'élus que le mien, j'accepte, c'est le principe. Et vous avez vu que j'étais assis juste à côté de lui. Je ne pouvais pas être à sa droite là. Donc c'est moi qui soutiens en fait le... Parce que je lui ai dit que de tous les gens que vous me donnez là, je ne les connais même pas. Puisque il y a des gens que je n'avais même jamais vus, des noms de partis que je n'avais jamais vus. Donc vous ne connaissez pas vos coéquipiers? Non. Il y a 250 partis. Non, je ne les connaissais pas avant. Déjà dans les 20 là. Oui, c'est là où je les ai connus. Okay. Là, vous vous appelez depuis samedi, depuis vendredi? Ce n'est pas important. Comment ça? Je ne réponds pas à cette question. Ce n'est pas important. C'est le G20. Parce que vous m'empêchez de parler de quelque chose d'important pour me distraire avec des questions qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce que ça peut apporter que je les rencontre? Je dis que pour moi, ils n'ont pas le poids que j'ai et que je suis le leader. Donc moi, je ne vais pas aller m'acoquiner avec eux. Je ne sais, et j'ai dit au ministre que je m'associe pour les porter. Et je l'ai dit au moment où nous avons rédigé le communiqué. J'ai dit, je signe ce communiqué sans condition et sans demander de l'argent. Que ce soit clair pour tout le monde. Vous pouvez demander à chacun des 20 personnes qui étaient là pour dire, est-ce que Maître Momo a mis 4 conditions? Que 1, ce n'est pas vous qui m'avez convoqué, c'est moi qui suis venu vers vous. 2, je le signe sans condition, je ne marchande pas ma voix. Je ne veux pas que vous dites que je vais gagner telle chose. Il y avait 4 conditions que j'ai posées. Le ministre a dit oui, j'ai signé. Oui. Demandez à l'un quelconque des 20 que est-ce que Maître Momo a posé ces conditions-là avant de signer. J'ai dit je m'engage. Et parce que je finis, je m'engage parce que c'est sur moi que ça va retomber. Et je lui ai dit que vous allez voir que le véritable chef de ce groupe, ce sera moi. Et vous le verrez demain. Okay. J'étais préparé à recevoir toutes les attaques, y compris de mes amis. J'ai un ami qui pense que vous les avez lâchés. Qui me raye de la liste de ses amis. Je parle de Brice Nietzsche. Thierry Nyopé. Non, ces gens-là, il se trouve justement que si Maître Jean de Boudjou Momo estime qu'il reçoit beaucoup de flèches, c'est simplement parce que son discours, on se rappelle, il y a 7 ans, était aux antipodes du discours qui tient aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il est nécessairement le leader, parce que tous les membres justement de ce groupe de 20 se revendiquent être leader et chacun veut se positionner. Chacun veut se positionner, pourquoi? Simplement parce que, vous savez, les accords parfois sont occultes. Oui. On ne le dira jamais. Maître Momo ne nous dira jamais. Je n'ai pas d'accord. Maître Momo ne nous dira jamais ce qui s'est passé. Je le dis sur la tombe de mon père qui est mort. Je n'ai rien reçu de personne et je n'ai pas signé d'accord occulte avec personne. Que mon père, Momo Joseph, mort dans sa tombe, puisse être damné si je mens. On vous l'accorde, Maître Momo, mais vous n'avez pas à me l'accorder. Vous conviendrez quand même avec nous que vous n'irez pas battre campagne avec votre agent. Ce n'est pas votre agent de Maître Momo que vous irez battre campagne pour le président Biya. Non, il est clair que le RDPC, il est clair que toute la clique qui accompagne le RDPC vous donnera les moyens pour battre campagne pour le président Biya, à défaut d'accompagner le RDPC comme on l'a vu hier. Parce qu'il y a même eu une cotisation de pratiquement 126 millions. Pour être plus exact, c'est 125 millions. On y reviendra avant la fin de la semaine. Alors, avec cet agent-là, on n'a pas vu Maître Momo contribuer un COPEC simplement parce qu'il n'est pas militant du RDPC. On peut le comprendre. Oui, on peut le comprendre. Donc, Maître Momo, effectivement, va pas dépenser de l'argent pour le faire. Donc, on va lui donner les moyens pour battre campagne, notamment au sein de sa formation politique, auprès de ses sympathisants, et pourquoi pas auprès de sa base électorale. Mais il est clair, quand même, Maître Momo le dira,
en fait, ne le dira pas ici. Il y a beaucoup de choses qui se feront au lendemain de cette élection-là. Vous savez, on a l'habitude de dire... Je ne peux pas savoir maintenant du gâteau national. Du partage de Merci Thierry. Merci Thierry. Je ne suis pas contre rapidement, maintenant, on va terminer avec Parlons de ce qui s'est passé. Oui, rapidement, Bernard Banana. On est en train de surfer là Oui. vers l'inconnu. Oui, quand Maître Momo nous dit ici qu'il voulait voir le président Paul Biya pour dire qu'il supporte sa candidature. Oui, quand même. Mais il se trouve, pas extraordinaire, qu'il va vers le MINAC, qui est la tutelle des partis politiques. Oui. Mais le président de la République a un cabinet civil. Mais je vous ai dit que j'ai envoyé une lettre d'audience qui, avec son calendrier, il ne m'a pas encore reçu. Oui, mais quand vous n'avez pas été reçu au cabinet civil, je vais attendre au MINAC. Je vais attendre. Vous allez même rencontrer le secrétaire général du comité. Mon ami, c'est mon choix. C'est mon choix. Vous voulez faire quoi? Et comme par hasard, 10 personnes, 20 personnes, 20 leaders de partis politiques sont partis chacun de son propre gré. Non, et ils se sont retrouvés par Ils se sont rencontrés. Merci. Dans un mauvaise foi. Merci, Maître Momo. Je vais terminer avec vous. Je n'aime pas la mauvaise foi. Batana, il n'est pas question. Maître Momo, ne verse pas dans la mauvaise foi. Il s'agit d'une logique simple. Vous dites, alors ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Maître Momo, de vous-même. Bernard Batana, merci. Je vais revenir à Maître Momo dans un instant. Ça ne vaut pas la peine de laver un chien noir. Non, Maître Momo, je reviens à vous dans un instant. Il ne sera pas blanc. Le temps de voir Sylvestre Hippolyte Zangao pour 100% foot. Bonjour Sylvestre, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à nos chers téléspectateurs, merci de nous retrouver ce soir. Et oui, c'est terminé la Coupe du Monde, 100% foot reprend droit de cité sur Equinox Télévision. Et donc ce soir, nous allons vous balader sur plusieurs sujets, notamment le marché des transferts, destination, pays du Golfe et du Moyen-Orient pour plusieurs internationaux camerounais, la ruée vers les pétrodollars ou simplement l'absence de sollicitation par les grands clubs européens. Nous vous parlerons également de la situation plutôt critique du canon sportif de Yaoundé battu cet après-midi 1-0 par Avion FC Dunkam. Du coup, les Mekok Mugonda se compliquent la tâche. Ils risquent de ne pas revenir en Elite One après cette saison. Par contre, le Tonnerre de Yaoundé a gagné son match et a creusé l'écart avec les Mekok Mugonda. Le Tonnerre reste bien accroché à cette place de 3e alors qu'Avion Dunkam est déjà sûr de disputer le championnat Elite One la saison prochaine. Dans cette édition de 100% foot, nous parlerons également des chantiers de la CAN 2019 avec la visite qu'a effectué le Premier ministre Philemon Yang dans la ville de Douala. Il a visité plusieurs chantiers. On a vu parfois le chef du gouvernement faire la grimace lorsqu'il allait par exemple au stade Mbappé d'Aqua où certains sites sont encore en plein terrassement et même au stade de Bonam Sadi. Voilà un peu le menu de cette édition de 100% foot Serge Alain. Tout à l'heure en plateau, nous retrouverons nos invités. Voilà, merci Sylvestre Hippolyte Zangao avec 100% foot dans un instant. On va terminer avec vous, Maître Momo, si c'était à refaire. Par rapport à tout ce que vous subissez depuis vendredi. Écoutez, vous le référez? Mon seul regret, c'est que des gens mal intentionnés s'attaquent à ma famille. Et moi, j'ai été habitué à ce qu'on me promette la mort. Mais mon seul regret aussi, c'est de venir dans une émission où je pensais pouvoir m'expliquer à des gens qui me comprennent et je me retrouve comme si on avait organisé un traquenard pour réfuter tout ce que j'ai à dire. Des gens que j'ai connus autrefois pertinents et qui se mettent dans une mauvaise foi pour me jeter en pâture au peuple. Moi, je ne tolère pas ça. J'accepte pas que M. Batana, que j'ai connu dans le temps, qui était quelqu'un, enfin, qui même, je peux considérer comme un ami, soit d'une mauvaise foi qui me jette en pâture. Je lui dis que des gens me menacent de mort et ils pensent que moi je suis en train de plaisanter. Je ne viens pas ici pour plaisanter. J'ai dit une chose qui est claire et c'est la première fois que je convoque mon défunt père qui m'est cher, qui est la chose la plus chère que j'ai eue, hein, à une histoire pour dire je n'ai pas pris d'argent. Quel est ce pays où quand on ne peut plus prendre une décision souveraine, libre, indépendante, sans que les gens pensent qu'on a pris l'argent. Je vous ai donné mon itinéraire, je n'étais pas obligé de vous dire. La lettre que j'ai écrite au président de la République, elle n'est pas publique, elle est confidentielle. Vous n'étiez pas obligé de le savoir. Je dis que j'ai donné ça au directeur adjoint de la présidence de la République. C'est une voie pour accéder au président. Le calendrier du président ne l'a pas permis de me recevoir. Et ça, j'ai dit que je suis inquiet dans ma lettre, c'est ce que je dis. Je suis inquiet pour les questions sécuritaires de la République. Moi,
Je suis le témoin du génocide rwandais. Je suis vivant. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Ce qui va arriver chez nous. Et j'ai même dit que le génocide rwandais a failli être le génocide camerounais. Et ça a failli commencer au Cameroun à partir de 91. Lorsque, vous ne savez peut-être pas, une délégation, des gens bamileke étaient partis de Yaoundé, Sac-Odo, et c'est l'armée qui est partie les récupérer à Bafia pour barrer la route. Parce qu'on s'était dit à cette époque-là que s'ils traversent Bafia jusqu'au village Bamileke, les gens vont dire qu'on les a chassés de Yaoundé et on va tuer les bêtis qui sont là. Il y aura l'effet inverse. Et il y aura l'effet inverse. À Ebolova, les gens ont fui. Ma soeur est encore là aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, les partis d'opposition peinent à parler à Ebolova parce que quand vous faites une campagne électorale là-bas, vous êtes menacé. Non. Quand je parle, non, je dis. Vous êtes allé en 2011. Oui, je suis allé moi. Oui. En 2011. Vous étiez en Vormeka. Oui. Et vous êtes allé. La population m'a accueilli. Oui. Les jeunes m'ont accueilli. Ok. Et c'est ces mêmes jeunes-là qui me protégeaient contre les gens qui m'ont empêché. Voilà. Je rectifie. Donc vous ne pouvez pas jeter l'anathème. Non, je ne jette pas l'anathème. Non, pas les populations. Oui. Même à Ebolova, j'ai été accueilli. Voilà. Il y a une partie qui ne voulait pas de moi. C'est qui est normal. Voilà, ouais, et une autre justement. partie qui veut de moi. Oui. Donc vraiment, je suis un témoin de l'histoire Oui. et je suis un leader politique. Ok. J'ai la conséquence, j'ai la connaissance. Vous vouliez m'interroger parce que j'ai vu un certain nombre de confrères avocats jaloux. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je suis le premier avocat de ma génération à moi à avoir acheté une Mercedes. Je suis le premier avocat de ma génération à moi à avoir acheté une maison. Et je pense que les Batana peuvent s'en souvenir. Et je me souviens qu'à cette époque-là, le président il y avait un président qui avait dit que, mais Momo, j'apprends que vous avez acheté la Mercedes. À l'époque, dans les années 90, avoir une Mercedes, c'était signe de richesse. Okay. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Parce que les gens disent que ma carrière bat de l'aile et que c'est pour ça que je suis allé. J'ai vu un avocat un peu grassouillet, un autre un peu, on va dire quoi, gringalet, et un pelé et trois tondus. Voilà, merci, maître Momo. Non, je finis. Dis que merci, ma carrière comme... Oh, ils savent pas que depuis 2002, je ne reçois plus les dossiers des gens parce que on dit que je suis opposant. Et que l'État me doit même de l'argent. Ok, merci, on vous a entendu. Merci, maître Momo. Merci, maître. Merci Thierry d'être passé une fois de plus. C'est avec beaucoup de plaisir, à la seule différence qu'on aurait souhaité justement voir ces partis politiques, cette vingtaine de partis politiques se rallier derrière l'un des candidats de l'opposition qui aurait peut-être pu porter les aspirations du peuple camerounais. Voilà, je n'ai rien contre la décision de Maître Momo. Bernard Banana, il faut dire à mon ami Maître Momo que voilà, il ne faut pas toujours chercher à dessiner le diable sur le mur et il finit par arriver. Et voilà, que, en tant qu'homme politique, lorsqu'il pose des actes politiques, qu'il accepte que ces actes soient critiqués. Merci, on vous a écouté. Voilà. Moi, vous savez... Merci d'être venu, Maître Momo. Je connais les discours populistes de Thierry Niobé qui veut se faire aimer. Non, c'est pas là. C'est pas là. Donc, je connais les discours. Merci, Maître Momo. Merci d'être venu. Serge Tour, je ne suis pas venu pour faire des discours politiques et des discours futuristes. Je suis venu pour prévenir le Cameroun que nous traversons une zone de turbulence politique et excessivement génocidaire. Le message est passé, vous faites ce que vous en voulez, Maître Momo a parlé. Et merci, Maître Momo. Voilà, je suis le prophète, je parle. Merci, c'était dans Equinox Soir, Madame, Monsieur, rediffusion, 23h GMT, minuit, heure de Tchang.